Donc, bonjour encore une fois à tout le monde. Euh, Aujourd'hui, ça sera l'avant-dernière séance. On va la consacrer à la partie back-end. On va essayer de monter un serveur avec Node.js dans lequel on va essayer de créer les différentes API qu'on va utiliser dans notre application. Euh, Bien sûr, on a fini la partie front-end la dernière fois. D'accord? Euh, Juste une petite chose. Donc, on va faire le déploiement au début, pas comme les autres. Donc, juste ce que je vais faire ici. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, ou bien non, mais je vais essayer de le faire quand même pour vous montrer une application en production. Juste, je vais vérifier quelque chose. Local storage, c'est pas un problème. Euh, ben, donc, on va pas utiliser le service, mais plutôt euh, dans le store, je crois, oui. Donc, dans le store, je vais juste éliminer la partie service, d'accord? euh, Bon, là, j'aurai plusieurs codes à modifier, donc ça va prendre un peu de temps, hein. Mais je voulais vous montrer comment héberger une application front sans la partie backend. Donc, on aurait pu le faire sans le service. Maintenant, le service, il utilise le fake API, donc c'est pas pratique. Mais on peut quand même essayer, je crois. Euh, Product, subscribe, product. Euh, mais j'essaye, c'est pas grave, hein. Si ça me prend pas beaucoup de temps, je vais le faire, je vais essayer de commenter ça. Et je vais essayer de l'exécuter tel qu'il est. Bon, je crois qu'il y a un problème. Oui, product list, je dois la commenter. Donc, ngserve. Si notre application marche, je vais essayer de l'héberger. Mais juste, ça sera un petit essai pour vous montrer l'application en mode production. Sinon, ça s'est bien passé la semaine des DS, des examens. Hmm. 80% ça va. Parfait. J'espère que vous arrivez à combler les 20% dans les examens. Voilà, donc notre application, elle marche. C'est bon. Donc juste, je vais vous montrer comment faire le déploiement d'une application. Donc pour déployer, donc tout ce qu'on est en train de faire, c'est le mode développement. D'accord? Donc ce qu'on va héberger à la fin, c'est la partie production. Donc on va lancer le build de notre application. D'accord? Donc c'est le déploiement qu'on va faire. Donc euh, Angular deploy. Je crois que c'est build deployment. Mon serveur. Voilà, donc de ng build prod. Donc ng build prod. Donc cela va construire notre application pour la production. D'accord? Donc ceci va créer un dossier qui s'appelle dist avec le nom du projet. D'accord? Et il va mettre tous les fichiers générés dans ce dossier-là. Donc il est maintenant en train de construire, de faire le build de notre application. Donc c'est la phase de déploiement, ce qu'on appelle le déploiement. Donc, et je vais vous montrer comment on va héberger ça et on va voir notre application en live sur un serveur de production. J'ai pas fait ça avec le groupe B, mais quand ils consulteront votre vidéo, ils pourront profiter de ça.
Donc on attend. Ben, donc en attendant que ça se termine, normalement c'est bon, c'est terminé. Voilà, donc quand vous voyez, il a créé un dossier qui s'appelle dist, d'accord? Dans ce dossier, il y a un dossier qui est au nom de notre projet et qui contient tous les fichiers, d'accord, de déploiement. Donc il y aura, puisque c'est un single page application, un seul fichier HTML et tout le reste c'est du JavaScript, d'accord? Donc qui va être exécuté au fur et à mesure qu'on utilise l'application, il va être exécuté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer cette application sur un serveur gratuit, d'accord? Donc, il y a un outil qui s'appelle Surge, je crois, .sh. Surge, il permet de faire la publication d'applications front-end, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure, si vous avez compris, j'ai éliminé l'utilisation du service sur le back-end, sur la partie, sur le serveur fake server qu'on a créé la dernière fois. Donc, j'ai laissé l'application à sa première état, à son premier état, où on consulte le fichier TS qu'on a créé ici. Donc, le stock, il est dans le fichier TS. Donc, j'ai commenté la partie qui fait le request sur le serveur qu'on a créé. D'accord? Donc, on lit l'application depuis le fichier TS. D'accord? Pour que lorsque je la publie sur le serveur, il n'a pas besoin à consulter un autre serveur pour lire les données. Il va consulter uniquement le fichier TS. Ben, donc, l'outil qu'on va utiliser, ça s'appelle Search. Donc, il permet de faire la publication. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? On doit l'installer dans notre machine. D'accord? Donc, moi, en utilisant cette commande, npm install global search, d'accord? Je crois que je l'ai dans ma machine, d'accord? Et on va l'installer quand même, hein. Donc, npm install -g search. On va l'installer. Donc, on va aller dans le fichier dist, d'accord? Project Directory Just Run Search. Donc, ça sera ULT. Donc, on a entré dans les fichiers générés par le dist à l'intérieur du dossier ULT 2020 groupe A. Et on va lancer la commande search, bien sûr, après avoir installé le search. Donc, il va nous demander quelques questions. Donc, la première fois, donc, vous voyez ici, il me reconnaît puisque je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Donc, j'ai un compte. Donc, si vous le lancez la première fois, il va vous demander un nom d'utilisateur et un email pour les enregistrer. Donc, le projet sur lequel on va travailler, ça serait bien ça. Donc, les fichiers générés. D'accord? Il détecte automatiquement le chemin puisque on l'a lancé dans ce dossier. Donc, le domaine qu'on va utiliser, ici, il nous donne un domaine générique, d'accord? Ici, je vais utiliser le même nom, donc ça sera ULT 2020 groupe A. Donc, ce chemin-là, ça sera le chemin de notre site web, d'accord? De notre application. Donc, ULT 2020, moins groupe 1, moins groupe, moins A, search.sh. Voilà. Donc, normalement, il va faire l'upload des fichiers. Voilà. Si par exemple on a utilisé Firebase à la place de JSON Server, on aurait fait l'hébergement sans avoir besoin de commenter les services. Mais on est en train d'utiliser un serveur local, donc ça ne va pas marcher comme ça. Donc, juste on attend l'upload des fichiers. Donc, ce qui est lent, je crois que ce sont les images qu'on a ajoutées.
Voilà, donc success, donc published to, et il nous donne cette URL. Donc si on va sur cette URL, d'accord, donc on va trouver notre application qui est fonctionnelle, d'accord. Donc vous pouvez vous-même visiter l'application sur ce lien-là. Donc je vous mets le lien sur le chat. Vous pouvez consulter l'application en ligne, d'accord. Notre store, ça marche, c'est bon. On peut afficher les détails, on peut ajouter les cartes, ainsi de suite. Donc notre carte empty. Donc si je reviens et j'ajoute quelque chose aux cartes, je vais le trouver, d'accord. Notre application est fonctionnelle. Si je confirme, je trouverai le formulaire, d'accord. Donc tout ce qu'on a créé est disponible sur ce lien-là que je viens de vous envoyer, d'accord. Donc c'est le déploiement de notre application. C'est bon? الو وي مزيان. باهي ما كيفاش؟ نسمعوا فيك قلت لك. باهي برشا. Donc juste c'était comment faire le déploiement. Je recommande les anciens, donc je garde la même version. Donc vous avez une version qui est en ligne, d'accord, qui est accessible, et on va revenir sur notre ancienne version. Le store il est vide, il y a un problème dans le store. Ah oui, parce que le serveur n'est pas monté. C'est pas grave, on va le corriger ça après. Mais donc je vais arrêter ce serveur là. On va revenir après. Ben, donc c'est la partie déploiement. Donc je vais fermer la partie front et aller vers la partie backend maintenant. D'accord. Donc on va voir la partie backend et comment créer un serveur avec Node.js, d'accord, pour livrer les API à l'application Angular. Donc le plan de notre présentation sera comme suit. Donc on va commencer par expliquer un peu le fonctionnement de Node.js. Donc on a fait une petite introduction à Node.js au début et je sais que vous l'avez faite plusieurs fois, mais ça sera bénéfique pour certains peut-être de revoir ça. Ensuite, on va voir ce qui est MongoDB et comment l'utiliser, c'est quoi la différence entre NoSQL et SQL. On va vite fait expliquer c'est quoi Express et qu'est-ce qu'il va nous donner de plus avec Node.js. Et ensuite, on va passer au setup, donc comment configurer notre application Node dans le backend. Donc, on va enchaîner tout de suite avec Node.js. Donc, la définition qu'on trouve sur le site officiel de Node.js, elle dit que Node.js, c'est un environnement d'exécution JavaScript qui est construit sur le moteur V8, le moteur JavaScript de Google Chrome qui s'appelle V8. D'accord? Donc, le V8 Engine, c'est un moteur de rendu JavaScript, donc qui est intégré, qui est utilisé par le Google Chrome et par plusieurs autres navigateurs tels que Opera par exemple, Vivaldi, Brave. Donc il y a plusieurs navigateurs qui utilisent le V8 Engine, qui est un projet open source, donc qui s'appelle Chromium. D'accord. Voilà, donc ici on trouve une autre définition de Stack Overflow qui dit que pardon, le Node.js c'est un runtime qui est basé sur les événements, donc event-based runtime. On va expliquer après ce que c'est un runtime basé sur les événements. Non-blocking, d'accord, c'est aussi une propriété très impressionnante de Node. Asynchronous input et output, donc il y a ajouté les trois principes de base sur Node: event-based, non-blocking, asynchronous. Donc runtime, ils sont tous d'accord sur ça, qui utilise
le V8 Engine de Google Chrome, ils sont tous d'accord pour ça. Donc, ils nous rajoutent qu'il utilise LibView Library. Donc, pour dire finalement, si on veut résumer, que Node est un environnement d'exécution JavaScript, d'accord? Il utilise le V8 Engine, le moteur du navigateur Google Chrome, d'accord? Qui, comme on a dit, il est utilisé par plusieurs autres navigateurs. Voilà, donc le moteur JavaScript V8 du navigateur Google Chrome ainsi que d'autres navigateurs. Il est conçu, voilà, donc l'idée de base derrière Google Chrome, derrière le V8 Engine, c'est de donner la priorité à la performance, d'accord? À la performance, il a un S superflu. À la performance, ça sera sans S. Voilà. Donc, il est conçu en donnant la priorité à la performance. D'accord? Donc, ce qui a apporté le Node.js par rapport au V8, c'est que le V8 Engine, il permet d'exécuter le JavaScript à l'intérieur du navigateur. D'accord? C'est le navigateur qui est responsable à la traduction du V8, du JavaScript pour pouvoir l'interpréter à la machine pour que la machine arrive à le faire fonctionner. D'accord? Avec le créateur de Node.js, il s'appelle Ryan Dahl, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé le V8 Engine, le noyau V8 Engine, en lui apportant des améliorations. Donc, les améliorations consistent à des API, par exemple, pour communiquer avec le système de fichiers du système d'exploitation, une bibliothèque HTTP, d'accord, et plusieurs autres fonctionnalités utilitaires, d'accord, qui vont permettre au système d'exploitation de communiquer directement avec le serveur, Node, d'accord. Voilà, donc c'est l'idée derrière tout ça, c'est que le JavaScript n'a pas besoin du navigateur pour être compris par la machine. Donc, grâce au Node.js, il est compris par la machine directement sans l'intermédiaire du navigateur. Donc, ce qui permet la compilation du JavaScript directement, d'accord, par le système d'exploitation en un code machine natif. Bien sûr, c'est grâce aux diverses fonctionnalités apportées, comme les API du file system, de la bibliothèque HTTP et plusieurs autres fonctionnalités. Donc, pour pouvoir arriver à la fin à exécuter le JavaScript en dehors du navigateur. On n'a plus besoin de cet intermédiaire du navigateur pour que le système d'exploitation arrive à comprendre le JS. D'accord? Donc, c'est ça la grande apportée de Node.js. Donc, Node.js utilise, comme on l'a vu dès le début, un gestionnaire de package qui s'appelle NPM. NPM, il est maintenant, à part qu'il est le Node Package Manager, le gestionnaire de package Node, il est le plus grand registre du monde, le plus grand registre de logiciels au monde. Il contient plus qu'1 million de packages. 1 million de packages sont inscrits dans ce registre-là. Il y a hebdomadairement plus que 1 milliard de téléchargements. Donc, chaque semaine, il y a plus que 1 milliard de téléchargements de ces packages depuis le NPM. D'accord? Et il y a plus que 11 millions de développeurs qui utilisent les packages NPM. Et bien sûr, tous les frameworks et les bibliothèques qu'on est en train de voir, ils utilisent le NPM. Par exemple, vous vous rappelez, quand on a installé au début Angular, on a installé l'Angular CLI à travers NPM. D'accord? On a commencé par installer NPM. Avec NPM, on a installé l'Angular CLI qui nous a permis de travailler avec Angular. Et ensuite, quand on a voulu intégrer d'autres bibliothèques avec Angular, comme par exemple Bootstrap ou bien jQuery et d'autres, on a passé par le NPM pour les installer dans notre application. Donc, on ne peut pas imaginer aujourd'hui un développeur ou bien une application qui utilise le JavaScript moderne et qui n'utilise pas le NPM. D'accord? Aujourd'hui, j'ouvre une petite parenthèse.
On parle de Deno, si vous avez entendu parler de ça. Donc Deno, c'est la copie de Node.js, mais sur le TypeScript. D'accord? Donc Deno, c'est un serveur c'est un runtime qui permet d'exécuter le TypeScript en dehors du navigateur aussi, à travers un serveur qui s'appelle Deno. Donc ça sera une révolution. Deno, bien sûr, le TypeScript, bien sûr, on dit aujourd'hui que c'est le futur langage du web. Donc, on doit apprendre le TypeScript aussitôt que possible. Voilà. Le Node, il est utilisé aujourd'hui pour créer des serveurs. Donc, aujourd'hui, on crée des serveurs JavaScript avec Node. D'accord? Le modèle d'exécution d'un serveur avec Node, il est basé sur 3 principes. D'accord? On va essayer de faire une petite comparaison entre les serveurs web classiques, par exemple, si on utilise Apache ou Tomcat ou Nginx, n'importe quel autre serveur, et on va essayer de comparer ça avec un peu, bien sûr, on ne va pas entrer trop dans le détail, mais juste le principe de base du modèle d'exécution de Node.js, d'accord, qui est basé, comme on a vu tout à l'heure dans la définition, il est basé sur 3 choses, 3 principes. Event-based, non-blocking and asynchronous input-output. Donc, ce sont les trois principes de base sur lesquels est basé le modèle d'exécution d'un serveur Node.js. On va essayer d'expliquer tout ça avec ce schéma-là. D'accord? Je ne sais pas. Ben, on va essayer. Il y a raised hand. عسلامة bonjour. Bonjour. أنا ولي نقرأ معكم ما نقراش معكم خاطرني programme d'échange. Donc je voulais dire bonjour. Je voulais dire خاطر الماتير هذايا ما نقراهاش في البروغرام d'échange donc ركزوا فيها خاطر باش ناخذ لا moyenne de la classe باش نجم ناخذ الدبلوم نتاعي. وانا شنو ربحي في الحكايه؟ اللي هما باش يقراو على رواحهم يجيبوا نتات باهيين باش انا ناخذ لا moyenne de la classe. اي باهي انت باش تربحي. جو موتيف لي زيليف نتاعك. يا باهي معناها انا نربح من الموتيفاسيون نتاعهم هما. فوالا وانا نربح في هذا الكل. باهي برشا. مرحبا بكم. عايشك ميرسي. اي سي دوماج ما نعملش في الكور معاكم مي سي با غراف. عسلامة صحابي الكل توحشتكم. مرحبا بكم. En tout cas, c'est la première fois que je vois ce nom. En tout cas, bienvenue parmi nous. Merci. Ben, on reprend, si vous permettez, bien sûr. Voilà. Oui, ça marche. Je m'excuse pour Il n'y a pas de souci. L'intervention bizarre. Il n'y a pas de souci. Ben, on reprend. Hein. Donc, le modèle d'exécution de Node.js, c'est un peu ça. Donc, ça paraît un peu bizarre comme ça, mais je vais essayer d'expliquer en termes un peu simplistes. Si on prend les serveurs traditionnels, si vous vous connectez à un serveur traditionnel, tel que par exemple Apache, Nginx ou bien Tomcat, je ne sais pas, les serveurs que vous avez utilisés, qu'est-ce qu'il va faire le serveur si on se connecte, si on fait un request sur le serveur? Le serveur, il va créer un nouveau thread pour la demande lancée. Chaque request, il va créer un nouveau thread pour chaque request. Donc, le langage qu'on utilise côté serveur, que ce soit PHP ou bien Ruby ou bien Python, peu importe le langage. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va exécuter les opérations qui sont demandées à travers ce request-là. D'accord? La première demande qui arrive sur le serveur, le langage, il va exécuter le script relié à cette demande-là. Par exemple, on peut trouver à l'intérieur des opérations, parmi les opérations qui seront exécutées après le request, on peut trouver par exemple, je dis un exemple, interaction avec une base de données. Donc, on peut trouver un request sur la base de données. Donc, ce request sur la base de données, il peut prendre un peu plus de temps que le nécessaire. D'accord? Donc, ce qui va s'arriver, c'est que le serveur, il va bloquer la suite des opérations
jusqu'à ce que l'opération de request sur la base de données se termine. D'accord? Parce qu'on lance généralement un request sur la base de données pour récupérer des données et on va les traiter après pour générer le contenu qui sera envoyé comme réponse. D'accord? Donc, tant que le request de la base de données n'est pas achevé, tant que les données ils ne sont pas retournées depuis la base, d'accord? Le serveur il va bloquer l'exécution de la suite des instructions jusqu'à ce que la réponse elle arrive, d'accord? Donc, c'est-à-dire, il va attendre à la fin de la recherche dans la base de données pour pouvoir passer à traiter les résultats et les autres opérations, d'accord? Donc, s'il y a bien sûr une nouvelle demande qui arrive, ça sera un nouveau thread qui sera lancé et ce nouveau thread va faire la même chose. Donc, il va exécuter et attendre s'il y a un request voilà, ou bien une opération qui est bloquante, qui va prendre un peu plus de temps, où il y a un traitement de données ou bien une connexion à un autre serveur, à une autre third party. D'accord? Ça va être bloquant, bien sûr. Donc, ça sera des serveurs multithread. On appelle ça des serveurs multithread où chaque request, il est implémenté dans un thread à part, d'accord? Et chaque thread, il contient les différents process qu'il va exécuter, d'accord? Donc, bien sûr, ceci paraît être inefficace parce que il y aura un thread pour chaque request. Donc, souvent, on essaye de combler cette inefficacité par la création de plusieurs serveurs. Donc, on trouve plusieurs serveurs virtuels qui sont en train de s'échanger, d'accord, pour éviter la surcharge sur un seul serveur. Donc, ça, c'est la logique des serveurs classiques, d'accord? Ce que fait Node maintenant. Donc, Node, c'est un serveur monothread. Donc, les autres serveurs, on dit que ce sont des serveurs multithread parce qu'ils créent un thread pour chaque request. Dans Node.js, les requests sont mis dans un seul thread. Donc, on dit que c'est monothread, d'accord, si on veut, d'accord. Comment il fait Node lorsqu'il reçoit un request, d'accord? Donc on a dit que Node il est basé sur les événements. On a dit que c'est event based. Lorsqu'il reçoit un request, donc ce request il est considéré comme étant un événement. C'est un type d'événement, d'accord? Et tout ce qu'il fait Node, ce sont des réactions à des événements. Donc c'est-à-dire s'il reçoit un type d'événement qui est de type request, d'accord, un événement de type request, donc qu'est-ce qu'il va faire? D'accord? Il va le mettre dans l'event loop. Donc l'event loop, c'est le thread principal qui va contenir, d'accord, la liste des événements, d'accord? On ne crée pas un thread pour chaque request, mais les requests sont tous mis dans un event loop, d'accord? Le one thread, d'accord, qui sera responsable du traitement des requests. D'accord? Donc, et si par exemple, dans le premier request, d'accord, qu'est-ce qu'on fait dans le premier request si on arrive à une opération bloquante? Par exemple, on prend le même exemple, on a un request sur un serveur de base de données qui va prendre beaucoup de temps. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Cette opération d'input-output, donc on a dit que c'est input et output asynchronous. Donc, comment il va faire? Il va enregistrer un appel, un rappel, un callback, d'accord, sur l'opération qui va prendre beaucoup plus de temps. Comme vous voyez ici, il va assigner ce task-là à ce thread-là et il va enregistrer un callback, d'accord. Donc, chaque événement, il a un callback en retour. Donc, et il va passer à exécuter une autre tâche. Il ne va pas attendre que la première tâche finisse. D'accord? Il va lancer l'exécution et il va enregistrer un callback et il va passer à autre chose. Il ne va pas attendre. D'accord? Donc, il va passer à autre chose. Il va faire la task 2. Si le task 2 il contient une opération bloquante, il la lance et il enregistre un callback aussi et il passe à task 3. Donc, task 3, la même chose. Opération bloquante, il l'enregistre et il la lance, il enregistre un callback et il passe à la tâche suivante. Donc, entre-temps, la première tâche a terminé. Donc, qu'est-ce qui va se passer?
la fonction de callback sera exécutée. D'accord? On retourne à l'exécution de task 1, on le finisse et on donne le callback à l'application principale, le callback du premier événement, c'est-à-dire le request. D'accord? Ici, c'est un callback de la réponse de la base de données, par exemple, et ici, c'est le callback, d'accord, du premier event qui est l'événement request. D'accord? Donc, c'est un peu ça, l'event-based, non-blocking, il n'y a pas de blocage. S'il y a une opération bloquante, on enregistre un callback et on passe à l'opération suivante. Et asynchronous parce que les tâches, ils ne sont pas exécutées d'une manière successive, il n'y a pas de synchronisation. On peut exécuter une tâche et s'arrêter et attendre qu'un événement se procure pour lancer la suite des tâches. D'accord? C'est un peu ça le fonctionnement de Node.js. D'accord? J'ai pas d'autre chose à dire ici. Voilà, donc ce modèle d'exécution, c'est un modèle qui permet qui sera un peu lourd sur les machines. C'est pour cela qu'il ne faut pas utiliser Node.js tous les jours. Donc, c'est pas toute application nécessite l'utilisation de Node.js. D'accord? Donc, Node.js, c'est un serveur ou bien c'est une technologie qui sera utilisée, d'accord, pour certains types d'applications, d'accord, certains types d'applications qu'on va voir ici. Donc, ce sont les applications généralement qui contiennent ou bien qui nécessitent une grande interaction en temps réel. Par exemple, les sites ou bien les applications de discussion. Donc, ce que vous faites tous les jours avec le chat. D'accord? Lorsque vous chattez, vous nécessitez une interaction en temps réel. D'accord? Vous envoyez un message, il doit arriver vite à l'autre partie et lorsqu'ils répondent, on doit recevoir très rapidement la réponse. D'accord? Donc, ce genre d'application nécessite, donc il est recommandé d'utiliser Node.js dans ce genre d'application. Par exemple, les applications où on a une édition en ligne, par exemple, comme par exemple CodeShare ou bien Google Docs ou bien l'Office 365, la version en ligne, lorsqu'il y a une édition en temps réel, une personne qui est en train d'éditer le fichier et l'autre personne qui est en train de voir l'édition en temps réel au même temps. D'accord? Plusieurs personnes peuvent interagir sur le même fichier en temps réel. D'accord? Les applications où il y a des API qui reçoivent un grand nombre de requests, d'accord? Donc des API qui sont très demandées et le nombre d'entrées-sorties est grand. Donc on utilise généralement le Node.js. On l'utilise, il est recommandé de l'utiliser aussi dans les applications ou les sites de streaming, d'accord? Parce que il ne va pas attendre que le téléchargement du fichier finisse pour qu'il lance l'opération suivante. Voilà. Donc, ce genre d'applications ou de sites qui contiennent, qui nécessitent ou bien qui demandent une très grande interaction en temps réel, il est recommandé d'utiliser Node.js. Mais si votre application ne contient pas ce genre de philosophie, c'est-à-dire il n'y a pas une très grande interaction instantanée. Donc, il vaut mieux éviter Node.js parce que ça va être coûteux côté serveur. Il doit avoir un serveur très puissant pour qu'il supporte le modèle d'exécution de Node.js. D'accord? C'est vraiment un peu lourd par rapport à l'autre logique. Aujourd'hui, Node.js il est utilisé par les grands noms à l'échelle mondiale. Donc, il est utilisé par la NASA, Netflix, PayPal, Uber, bien sûr, les grands noms comme Facebook, par exemple, Microsoft aussi, Google. Donc, ils utilisent tous ce serveur-là, d'accord, cette technologie-là. Donc, ici, on trouve bien sûr quelques exemples de grands noms. Il y en a plusieurs, bien sûr, plusieurs autres noms qu'il utilise, noms d'entreprises. Voilà, donc j'espère que c'était clair.
S'il n'y a pas de questions ou d'intervention, on passe à la partie Mongo. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Ben, on passe? Oui. Ben. Oui, monsieur. Donc, à part Node.js, on va utiliser MongoDB. Donc, MongoDB, c'est une base de données NoSQL, d'accord? On sait tous qu'il y a la famille SQL, d'accord? Je pense que vous avez utilisé tous MySQL ou bien Oracle ou SQL Server, les autres, les SGBD connus avec SQL. Ici, on parle d'une base de données NoSQL, c'est-à-dire une base de données qui est orientée document. Donc, c'est-à-dire orienté document. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser l'approche SQL qui est basée sur les tables et les lignes. D'accord? Donc, on sait tous que l'SQL il est basé sur les tables et les lignes pour stocker les données, quoi. Donc, dans les bases de données orientées documents, on utilise à la place des tables et des lignes, on utilise des collections et des documents. D'accord? À la place de table, on utilise le mot collection et à la place de ligne, on utilise le mot document. D'accord? Donc, les collections et les documents, donc bien sûr, le format avec lequel on stocke les données, c'est le format JSON. D'accord? Donc, c'est vrai, si on va vers la documentation officielle de MongoDB, on trouve que c'est JSON-like. C'est pas JSON, mais c'est JSON-like. Pourquoi ce JSON-like? C'est parce qu'il utilise under the hood, comme on dit. Donc, il utilise un format qui s'appelle BSON. D'accord? BSON, c'est-à-dire binary JSON. C'est un format qui est utilisé sous le capot, comme on dit, de MongoDB. D'accord? Mais l'avantage ici que l'utilisateur, il n'a pas à utiliser le BSON, il peut utiliser directement le JSON et MongoDB va se charger de convertir ce que vous êtes en train d'écrire en JSON à sa format BSON pour pouvoir travailler dessus. D'accord? Le MongoDB, c'est une base de données qui n'a pas de schéma, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas de schéma. Donc, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de spécifier pour chaque collection quel est le nombre de documents ou bien le nombre de champs qu'on va créer. Donc, comme vous savez, lorsqu'on crée une table dans l'SQL, on doit préciser quelles sont les colonnes de cette table et de quel type ils sont et qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc, ça doit être prédéfini. Donc, dans le MongoDB, il n'y a pas la notion de schéma. On peut créer des documents avec le schéma qu'on veut. D'accord? On peut trouver des documents dans la même collection qui peuvent contenir des champs différents. D'accord? Bien sûr, il y en a des champs en commun. Sinon, ça sera contre la logique. Mais on peut trouver des documents qui contiennent des champs en superflu par rapport à d'autres documents dans la même collection. D'accord? Donc, dans une base de données, on ne peut pas trouver un champ qui n'est pas rempli, bien sûr, ou qui n'est pas disponible pour toutes les colonnes. Donc, puisqu'on utilise le format JSON, donc les documents, ils stockent les données avec la syntaxe key de point value. Donc, à chaque fois, on affecte un key, d'accord, un field, un champ, et deux points, on met la valeur. Donc, les valeurs qu'on peut utiliser, c'est qu'on peut stocker les chaînes de caractères, les nombres, les tableaux, les sous-documents, donc plusieurs formats de valeurs qu'on peut stocker, d'accord. Il y a un champ particulier qui est le champ clé primaire, il s'appelle underscore ID. D'accord? Donc, c'est la clé primaire de la collection. Donc, on doit le trouver dans tous les documents qui appartiennent à la même collection. D'accord? Et ce champ clé primaire, il est immuable, c'est-à-dire on ne peut pas le changer. Une fois il est défini, on ne peut jamais le changer. D'accord? Et il peut être dans n'importe quel format, sauf le format tableau. Il peut être une chaîne de caractères, un nombre, un document, un objet, d'accord? Mais il ne peut pas être un tableau. Voilà, donc voici un exemple d'un document, d'accord? Dans un document qui contient ici 7 champs, 7 fields. Le premier field, c'est le field ID qu'on vient de voir. C'est un objet qui va être la clé primaire de notre
de notre document. Donc ici, on a type, title, author. Ensuite, tags, c'est un tableau. D'accord. Catégorie, c'est un tableau d'objets. D'accord. C'est un sous-document. D'accord. Il contient un tableau d'objets. D'accord. Et le content, finalement, c'est une chaîne de caractères. Donc voilà, c'est un peu un exemple d'un document MongoDB. Monsieur, Oui, علاء نجموا نستعملوا باز معناتها اس كيو ال عاديه مع النود جي اس ولا oui, j'aime bien sûr. Mais وانا مش généralement, on fait oui, il n'y a pas de choses interdites. On peut faire ce qu'on veut, mais il y a des bonnes pratiques. Donc souvent, lorsqu'on utilise le Node.js, on utilise MongoDB. Pourquoi? Parce que le MongoDB, il manipule du JSON. Ou le JavaScript, le JSON, à l'origine, qu'est-ce que ça veut dire JSON? C'est JavaScript Object Notation, c'est la notation objet de JavaScript, c'est-à-dire le JavaScript, c'est lui qui a donné la première impression de créer le format JSON. D'accord? Donc, ça ne sera pas logique si, ça sera logique, mais ça sera plus efficace d'utiliser le MongoDB si on utilise un serveur Node. Ça n'empêche, on peut faire ce qu'on veut. On peut créer un serveur Node sur une base de données Oracle ou bien une base de données MySQL, il n'y a pas de souci. اوكي D'accord. Ben, si on essaye de faire un petit benchmarking entre le SQL et NoSQL, donc on va dire que un benchmarking de jargon. Donc on va essayer de décrypter un peu le jargon utilisé dans les deux approches. Donc dans l'SQL, on parle de database. Donc dans le NoSQL, on garde toujours le même mot. On dit que c'est une base de données, database. On parle plus de table, comme dans SQL, on parle de collection. Donc chaque table qu'on crée dans la base de données correspond à une collection créée dans le NoSQL. D'accord? Les tables contiennent des rows, d'accord? Contiennent des rows, ou bien des champs, ou bien des colonnes. Ces colonnes-là, des lignes. Ils contiennent des lignes, ou bien ce qu'on appelle les enregistrements, ce qu'on appelle aussi les tuples d'une table. Donc, ces champs-là, ces enregistrements-là, ou bien ces lignes-là, sont appelés des documents dans le NoSQL. Dans le SQL, on parle de colonnes, d'accord? Les colonnes ou bien les champs d'une table. Donc ici, on parle de fields. Et ce qu'on appelle les index vont garder le même nom. Donc les index, que ce soit les clés primaires ou bien les clés étrangères, ce sont les index qu'on crée dans l'SQL. Donc ici, ça va être avec la même logique dans le NoSQL. Voilà. On passe à Express, d'accord? Donc on va faire vite fait, ça sera un seul slide. Donc Express, c'est un framework aussi. C'est un framework de Node.js, d'accord? Il permet de créer des applications côté serveur avec Node.js. Donc puisque le Node.js, il permet l'exécution du JavaScript à l'extérieur du navigateur, Node.js Express, il va être une couche au-dessus plutôt de Node.js qui va nous offrir un ensemble de fonctionnalités. D'accord? Donc, le framework Express, il va nous fournir un ensemble de fonctionnalités qui seront par exemple, il va nous offrir la création des API robustes avec une bibliothèque prédéfinie HTTP. Donc, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Et il permet aussi de gérer les request response, d'accord, avec un système de routage. Donc, on va créer tout à l'heure un système de routage avec Express.js. Donc, c'est une couche, comme on a dit, c'est une couche fine au-dessus de Node.js, d'accord, qui va nous offrir ces fonctionnalités-là. Pourquoi le mot fine? Pour donner l'impression que ça ne va pas affecter la rapidité et l'efficacité de Node.js. D'accord? Donc Node.js, il est conçu pour être rapide et très efficace dans les request response. Donc ça ne doit pas être affaibli. Donc ces avantages ne doivent pas être affaiblis avec un framework qui sera sur le Node.js. Donc c'est pour cela qu'ils insistent que ce soit une couche fine au-dessus de Node.js avec les fonctionnalités qu'il nous a nous offrir. D'accord? C'est un framework très light, comme on dit, d'accord, qui va nous offrir ces fonctionnalités-là.
Donc, on va passer tout de suite au setup. On va essayer de faire vite. Donc, pour commencer, il faut installer Node et npm. Donc, quand on installe Node, on entre dans le site officiel nodejs.org et on télécharge Node.js et on l'installe. Il va installer automatiquement npm et ça, on l'a fait dès le début. On va aussi installer MongoDB. Donc, on va sur le site officiel de MongoDB, donc mongodb.com. On va télécharger la version communautaire si on veut et on installe Node.js, MongoDB, pardon. Lors de l'installation de MongoDB, il va vous demander si vous voulez installer MongoDB Compass. Donc, je vous conseille vivement de l'installer parce que c'est un client qui va nous offrir une interface sur MongoDB et on ne sera pas obligé de manipuler MongoDB à travers un terminal. D'accord? On l'utilise, ce client-là, cette interface-là, ça sera plus efficace et plus rapide. Donc, après avoir fait l'installation de Node et MongoDB, on va passer à créer un dossier séparé pour héberger la partie backend. D'accord? Cette étape, on l'a déjà fait la dernière fois. Donc, la dernière fois, on a créé un dossier qui s'appelle backend ici. Donc, dans ce dossier backend, on a utilisé un fake server avec le REST API. D'accord? Un fake server, on a utilisé JSON server. D'accord? Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le fake server avec un vrai serveur Node. D'accord? Donc, le dossier, donc la première étape, on l'a déjà fait. Donc, il consiste à créer le dossier. Donc, le dossier backend. Ici, je souhaiterais bien ouvrir une petite parenthèse. Et il n'y a pas une seule approche pour créer ça. C'est-à-dire, on peut créer un dossier backend à l'intérieur d'une application Angular, ou bien on peut créer un dossier front-end à l'intérieur d'une application Node, ou bien on peut créer deux dossiers séparés, un pour le backend et un autre pour le front-end, un pour héberger l'application Node et un autre pour héberger l'application Angular. Vraiment, il n'y a pas une seule approche, il y a plusieurs approches et vous choisissez l'approche que vous voulez. Donc, ce que on est en train de faire ici, c'est qu'on va continuer dans la même approche. On va remplacer le serveur db.json avec un serveur express. D'accord? Donc, pour éviter de toucher à notre code front-end. D'accord? Le code Angular, on va le garder tel qu'il est. On va juste modifier l'URL qui fait les requests. D'accord? Au lieu de faire le request sur le fake server, on va faire le request sur un vrai serveur qu'on va créer ensemble. D'accord? Donc, l'étape suivante, ça sera de initialiser une application Node. Donc, l'initialisation de l'application Node à l'intérieur de notre dossier. Donc, l'initialisation se fait avec la commande npm init. D'accord? npm init, elle va initialiser une application Node. Cette commande, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va exécuter, créer un fichier qui s'appelle package.json. Donc, ce package, il va être le fichier de manifeste, si on veut, de notre application. Il va contenir toutes les metadata reliées à notre application Node. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on va accéder au dossier backend et on va écrire npm init pour initialiser cette application. Donc, npm init, il va nous demander des questions du genre quel est le nom de l'application, quelle est sa version, qui est son auteur et ainsi de suite. Donc, pour éviter de faire à chaque fois entrée ou de faire de modifications. On ne va pas faire de modifications. On va écrire -y pour répondre yes à toutes les questions. D'accord? Donc, ça va créer un fichier package.json qui contient le name, la version, la description, ainsi de suite, et différents de notre application. Ben, donc, comme ça, on a initialisé une application Node. Ensuite, on va passer à l'installation des packages. L'installation des packages et des dépendances de notre application. D'accord? On va installer quelques dépendances. Donc, bien sûr, puisque le npm, c'est un registre d'applications, on va utiliser des applications qui sont déjà développées et qui existent sur le npm. D'accord? Donc, on va installer le body parser, le CORS, Express ou Mongoose. Donc, ces quatre applications, ces quatre dépendances, on va les installer. Donc, bien sûr, comme vous savez, lorsqu'on lance npm install, ça va créer un dossier qui s'appelle Node Modules
et il va enregistrer tous les modules dans ce dossier-là, donc le node modules. D'accord? Donc ici, on va faire npm install, d'accord, de express mongoose cores et body parser. D'accord? Normalement c'est bon. Voilà, donc il va faire l'installation et la création du dossier node modules. D'accord? Voilà. Donc il va mettre bien sûr à jour le fichier package.json en ajoutant les dépendances qu'on vient de créer. D'accord? Donc voilà, ce sont les dépendances de notre projet. Donc il ne faut pas oublier ici une chose très importante, c'est que ce dossier node modules, il ne doit pas être vu par le Git. Comme vous voyez ici, le source control intégré de VS Code, il nous mentionne plus que 1000 fichiers, d'accord, 1000 changes, 1066, d'accord. Donc ces changements-là, d'accord, ce ne sont pas réellement des changements, mais ce sont les fichiers qu'il vient d'installer avec Node, d'accord. Donc ce qu'on doit faire, c'est dans le fichier gitignore, d'accord, puisque le node modules principal, il est ignoré, on doit aussi ignorer ce fichier-là, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une copie de ce fichier-là, de cette ligne-là, et on va dire que dans la partie backend aussi, on va ignorer le dossier node modules. Dans le backend, on va aussi ignorer node modules. Donc, vous allez remarquer que lorsque je vais enregistrer plus que 1000 fichiers, 1000 changements, va disparaître. Ça va être uniquement 3 changements qui sont le fichier package.json, package.lock et quoi d'autre? Et gitignore, voilà, 3 fichiers qui ont changé. Donc comme ça, ce node module, il sera ignoré par Git, il ne sera pas uploadé vers le serveur Git. Donc bien sûr, on pourra après bien sûr installer les dépendances. Il suffit d'aller dans le dossier backend et écrire npm install. Il va lire les dépendances et il va les installer. Ben, donc on passe. Monsieur Oui. Monsieur وقت اللي ما نعملوهاش هذيك نتاع ما نعملوش انيوراسيون معناها نتاع النود موديل يعني كي نخلاها معناتها ما نعملش في البروجي ام بي ام انستال هيك ولا إذا كان c'est-à-dire tu ne fais pas gitignore ici. Voilà. C'est très lourd là. Ça va alourdir la synchronisation avec le serveur Git. D'accord? اي لا ما نحكيش معناها جست توا معناها نحكي en général. En général, oui. Donc npm install, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va t'installer les dépendances. Si tu as déjà les dépendances, tu n'as pas besoin de les installer. فوالا اي ديجا اني هذيك معناها ديجا هذه بقيت معناتها بقيت حايره فيها على خاطر نعرف كي نخدموا ان لي ديبوندونس يكونوا في الدوسي نود موديل. نود موديلز وي. كنت تيليشارجي البروجي من الجيت نبقى نعمل في الان انستال. فوالا. على كذا نسال في روحي وكيفاه معناها نورمالمون لي ديبوندونس يمشوا في لي نود موديل معناتها. اي justement parce que le node modules il est installable n'importe où. Le problème avec node modules c'est qu'il contient plusieurs fichiers. D'accord? Il y a c'est très lourd dans la copie. Donc s'il va le copier, c'est pas un seul grand fichier qui est de grande taille, mais ce sont plusieurs fichiers. J'avais des 13% j'avais 5%, les 4%, 4%. Essayons de travailler, en fait, déjà vraiment travailler. C'est mon bonjour. De bien travailler. Moi, j'ai travaillé la dernière fois. J'aime mon travail, ce que j'ai fait la dernière fois. Oui, on va le muter, Simon. Il a oublié son micro ouvert. Ben, je reprends. Soumaya, c'était toi qui a posé la question. Hein? Ben, donc, le problème avec Node Modules, c'est que tout d'abord, ça sert à rien à chaque fois de l'uploader et de le télécharger depuis le Git. D'accord? Ça va être une tâche pénible.
Donc, l'idée, c'est que chacun, pourquoi on a fait cette initialisation, ce package.json, ça sert à quoi? Ça sert à définir les dépendances. Donc, à chaque fois, on va installer juste ces dépendances-là. Ça sert à rien. Donc, le node modules, il contient plusieurs autres fichiers, d'accord, qui ne sont même pas être utiles dans cette application-là, d'accord. Donc, il vaut mieux les ignorer et de l'installer avec npm install, d'accord. C'est ça la pratique, d'accord. اوكي واضح. Ben, let's move on. Donc, après avoir installé ces 4 modules, on va parler ce que c'est ces 4 modules, pourquoi on les a utilisés, à quoi ça va nous servir BuddyParser, Express ou les autres. Donc, concernant Express, on le sait, mais BuddyParser, ça sera un middleware qui va faire le parsing des requests, des responses JSON, parce que les responses JSON, ils contiennent plusieurs données qui ne sont même pas utiles parfois. D'accord? Donc, au lieu d'avoir des réponses qui sont chargées, le body parser, il va lire à travers la réponse JSON, il va nous sortir juste les données qu'on a besoin. D'accord? Au lieu de faire le parsing manuel. Le CORS, c'est un middleware aussi. Il permet d'activer ce qu'on appelle Cross-Origin Resource Sharing. D'accord? Donc, c'est quoi en fait ça? Le CORS, en fait, c'est un mécanisme qui permet de faire la restriction sur les requests web. Donc, lorsqu'on fait un request sur les ressources web qui sont dépendants de serveurs différents, d'accord, on peut faire une stratégie ou bien une politique de restriction avec les CORS, d'accord. C'est une politique ou bien c'est une stratégie qui permet de sécuriser les serveurs web pour qu'ils soient accessibles depuis d'autres serveurs, d'accord. Par exemple, si vous allez accéder à un site et ce site, il contient des fichiers, par exemple, des fichiers CSS ou bien des images qui sont hébergées sur un autre serveur, un autre chemin, un autre nom de domaine, d'accord. S'il n'y a pas de politique CORS qui est définie, le serveur, il va bloquer l'accès à ces ressources-là, d'accord. Donc, les HTTP requests qui sont appelés, ils vont être bloqués parce que le serveur, il n'autorise pas, donc parce que les serveurs, par défaut, ils bloquent les requests qui sont d'autres serveurs, qui viennent d'autres serveurs, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même origine, d'accord. Un chemin vers un serveur, ça s'appelle une origin, d'accord. S'il y a un request d'une origine qui est différente, ça sera cross-origin, il va être bloqué automatiquement. Donc, on doit intégrer ce middleware CORS pour pouvoir contrôler ce blocage-là et pour pouvoir autoriser Angular à accéder à notre application Node. D'accord? Parce que Angular, il est sur un serveur front. Node, c'est un serveur backend. Angular, il ne peut pas accéder à Node si on ne définit pas cette politique de CORS. D'accord? C'est à ça que va nous servir CORS. Express, bien sûr, on sait que c'est le framework backend qu'on va utiliser pour créer nos API. D'accord? Et Mongoose, c'est un ODM de MongoDB pour Node. Qu'est-ce que ça veut dire un ODM? Donc, je pense que vous avez vu tous les ORM. Donc, ORM, ça veut dire quoi? ORM. Est-ce que vous avez vu un ORM? Je pense. Hein? Yes, no question. Si no, قولوا no. Est-ce que vous avez vu un ORM avant? Non. Les monsieur. Ben, un ORM, ça sert à quoi? Avec Symfony, vous n'avez pas vu d'ORM. Comment il s'appelle l'ORM de Symfony? لا Vous avez vu Symfony, هكا ولا؟ اي شافني. ORM Symfony, je me rappelle plus du nom. Parce que je suis orienté plus Laravel que Symfony. Hein. Doctrine, voilà. Donc vous avez utilisé Doctrine, ولا؟ شفناها. شفناها, voilà. Donc Doctrine, c'est quoi? C'est un ORM utilisé par Symfony. Il sert à quoi, Doctrine? Donc il sert à manipuler la base de données avec une syntaxe orientée objet. D'accord? Au lieu d'écrire des requêtes SQL, on utilise des classes et des méthodes orientées objet. C'est ça ou non? C'est ce que vous faites avec Doctrine. Là, si vous voulez faire un request sur une base de données, il suffit de lancer une méthode bien précise, bien définie, find par exemple, ou je ne sais pas quoi, sur la base de données.
D'accord? Et il va se charger de faire le mapping, donc ORM pour dire Object Relational Mapping, c'est-à-dire un mapping entre le relationnel, c'est-à-dire la partie base de données, et Object, la partie orientée objet. D'accord? Donc ça, c'est dans les bases de données relationnelles. D'accord? Donc c'est dans les bases de données relationnelles. Donc ici, avec MongoDB, on n'a pas de base de données relationnelle. D'accord? On n'a pas de relation. On a plutôt des documents. D'accord? C'est pour cela qu'on utilise un ODM, donc pour dire Object Document Mapping. Il va faire le mapping entre l'orienté objet qu'on est en train d'écrire avec le JavaScript, donc ça sera les méthodes qui sont prédéfinies dans la bibliothèque Mongoose, d'accord, et la partie documents qui sont stockés dans la partie MongoDB, dans la base de données MongoDB, d'accord. Donc Mongoose, il va essayer de nous donner cette bibliothèque qui va permettre l'interaction avec la base de données sans pouvoir pour autant écrire des requêtes MongoDB, d'accord. Donc c'est un peu ça. Voilà, donc ce sont les 4 dépendances qu'on vient d'installer. Body Parser, Cores Express et Mongoose. On va aussi installer une autre dépendance qui va nous permettre d'éviter de redémarrer le serveur Node à chaque fois qu'il y a une modification. Donc, on ne va pas s'amuser à chaque fois qu'il y a une modification de redémarrer le serveur pour voir est-ce que ça fonctionne ou bien non. Donc, pour éviter ce genre de pratiques qui font perdre du temps, on va installer un module qui s'appelle NoDaemon. D'accord? NoDaemon, c'est à peu près Node et Daemon. C'est un démon sur Node. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous offrir la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle le hot reload. D'accord? C'est-à-dire, lorsqu'on enregistre, il va faire le reload automatiquement juste le temps qu'il capte un contrôle S. Lorsqu'il y a un enregistrement dans les fichiers, il va redémarrer automatiquement le serveur. D'accord? Voilà, donc il est installable avec la commande npm install NoDaemon save dev. Donc juste, on va lancer la commande et je vais vous expliquer le save dev, qu'est-ce que ça donne. Donc ça va être npm install NoDaemon. NoDaemon save save dev. Save dev, en fait, pour dire quoi? Pour dire que cette dépendance, elle sera une dépendance de développement uniquement. Donc, comme vous voyez ici, ces dépendances-là, le body parser, le cores, express, mongoose, ce sont des dépendances qui seront présentes dans la partie production. On aura besoin de ces dépendances dans la version production de l'application. Alors que NoDaemon, ça sert juste lors du développement. Si on souhaite, lorsqu'on va développer notre application, d'accord, au lieu de faire le reload de notre serveur manuellement, il va le faire automatiquement. Donc, c'est juste une dépendance de développement. C'est pour cela qu'on l'enregistre dans les dev dependencies. D'accord? Donc, voilà. Donc, ici, on arrive à la fin du setup. Donc, comme ça, on a fini notre setup. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, on va essayer de configurer, de mettre en place notre projet serveur backend. D'accord? On va commencer tout d'abord par créer, d'accord, un nouveau fichier de serveur. D'accord? Donc, dans le dossier backend, on va créer un fichier qui s'appelle server.js. D'accord? Un fichier qui s'appelle server.js. D'accord? Le voilà. Donc, c'est le fichier qui sera le fichier responsable de notre serveur Node.js. D'accord? Donc, on va essayer de déclarer ici. Donc, le serveur, il se crée tout d'abord par une autre façon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le serveur. Ça va être const port égale à process.v.port. Donc, je vais le copier, c'est mieux, hein, pour éviter d'écrire tout ça.
Voilà, donc comme ça, on crée un serveur, d'accord, sur le port 3000. D'accord, on va créer un serveur sur le port 3000. Donc on va faire npx nodemon server.js. Plus import. Ah oui, je dois créer tout d'abord une application express. Je m'excuse. Donc ça va être const app égale à express. Donc bien sûr, je dois importer express au début. Hein. Donc ça va être let express égale à require. Pardon. Donc require express. Voilà, donc vous voyez ici, il me dit que connected to port 3000, d'accord? Donc maintenant notre serveur est déjà lancé, donc on a un serveur Node, d'accord? Avec l'application Express qui utilise le port 3000, d'accord? Localhost 3000. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire le require des autres dépendances. Donc on a utilisé Mongoose. On va utiliser Mongoose. On va utiliser aussi Cors. D'accord. On va utiliser body parser de body parser. Donc comme vous voyez, à chaque fois je fais enregistrer, il va faire le restarting due to changes. Ben, donc on va configurer notre serveur Express ici, notre application Express. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que notre application va utiliser le body parser, d'accord, body parser.json. Et il y a une autre ligne qu'on va l'importer. Donc il ne reste pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de faire des copier-coller à chaque fois que c'est possible. Donc body parser extended false. Donc on va aussi appeler le cors, d'accord. Donc on va dire que notre application Express va utiliser le middleware cors, d'accord, pour garantir les accès cross origin, d'accord. Voilà, donc ça c'est comme premier début. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer MongoDB, d'accord? Donc on va essayer de se connecter à MongoDB, d'accord? Donc pour ceci, on va créer dans le backend un nouveau dossier qui s'appelle database. Donc dans ce dossier database, on va créer un fichier qui s'appelle db.js. db.js. Donc dans lequel on va faire module. Oui. Donc module.exports. Donc on va exporter plutôt un objet qui contient les paramètres de connexion à notre base de données. Donc ça sera donc db deux points. Donc le chemin va être le suivant. Donc ça sera MongoDB 2.2/. Le chemin ça sera localhost le port de MongoDB par défaut c'est 27017 et ensuite on va donner le nom de la base qu'on va créer. Donc ça sera ULT 2020 et groupe A. Donc ça sera ceci, c'est le nom de notre base de données. Donc ça sera le nom de notre base de données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va
on va se connecter sur cette base de données, d'accord, à travers ces lignes-là, d'accord. Donc, on va revenir sur notre serveur, d'accord, et on va utiliser ce mongoose qui va utiliser ce fichier-là pour se connecter. Donc, on va importer le fichier. Donc, ça va être let db config, c'est le fichier de config qu'on vient de créer, qui est égal à require database /db. Donc, et mongoose, il va utiliser ce fichier de config, d'accord, pour se connecter à la base de données. Ça va être dbconfig.db, donc le dbconfig qu'on a utilisé, on va utiliser l'attribut db ici, d'accord, pour se connecter. Donc, si c'est bon, il va afficher database connected successfully, sinon, il va afficher database connection error, d'accord. Body parser. Body parser, monsieur, واحدة Greek. Oui, c'est vrai. Donc, body parser. Oui, non. Body parser. Crash. App user require middleware function. App.user requires a middleware function. Ah oui, ça c'est un require cores. Voilà, bon, ça marche. Only connected to port, on l'a vu tout à l'heure, et database connected successfully, il est connecté à notre base de données, à notre serveur plutôt de base de données. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va définir notre base de données. On va créer notre base de données. Donc, vous vous rappelez du fichier qu'on a utilisé la dernière fois, db.json. D'accord? Donc, je vais créer une copie pour garder l'intégralité du fichier et je vais modifier ce fichier-là. Donc, pour l'importer plus tard dans notre base de données. D'accord? Donc, je vais supprimer ça. Donc, ça sera un tableau d'objets. D'accord? Puisque, comme on a dit tout à l'heure, il y a le ID qui est géré automatiquement par le MongoDB. Ici, on va éliminer l'ID pour que ça soit géré automatiquement par le MongoDB. Ben, on va éliminer cette ligne-là. D'accord? Voilà. Donc, ceci, c'est un tableau d'objets qui peut être importé dans MongoDB. Donc ici, on va ouvrir le Mongo Compass qui nous permettra d'importer le contenu de notre table, de notre plutôt collection. Ben, donc ici, c'est notre base de données, c'est notre serveur. On va créer une base de données donc, qui s'appelle, comme on a dit tout à l'heure, est-ce que j'ai copié le... Oui, donc ULT 2020 groupe A. Donc, on va commencer par créer une première collection qui s'appelle products pour remplacer le fichier qu'on a supprimé. Ben, donc create database, voilà, donc ULT 2020 groupe A. Product, il est vide pour le moment, il contient 0 document. Donc on va essayer d'importer le fichier qu'on vient de créer tout à l'heure. D'accord? Donc ça va être Angular, groupe A, backend,
le fichier db.json. Donc il va capter que c'est un fichier JSON. Donc on va créer sur import. Et voilà, donc notre base de données est remplie. Donc notre collection products, elle est remplie avec les produits qu'on vient de créer. Donc quand vous voyez, l'ID, il est géré automatiquement par la base de données. Ben. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un modèle pour cette collection-là. D'accord? On va créer un modèle pour cette collection-là. Donc, le modèle, ça va être dans un dossier séparé. Donc, dans le dossier backend, on va créer un nouveau folder qui s'appelle models. Dans ce dossier models, on va créer le modèle pour notre product. D'accord? Donc, ça sera new file. Ça sera product.js. Voilà. Donc, dans le product.js, on va appeler mongoose. Donc, mongoose égale require mongoose. Et on va chercher le schéma de mongoose. Donc, ça sera const schema equal mongoose dot schema. Voilà. Ben, donc maintenant on va définir, ce sont les parenthèses, je crois. Oui. Mongoose dot schema. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va définir un schéma qui s'appelle product, qui va être une instantiation de schema. D'accord? Donc pour ne pas oublier, on va exporter, donc export le mongoose.model. Donc, on va importer un modèle qui s'appelle product. Il va, ça s'appelle product. Il va avoir ce schéma-là. Le schéma, ça sera là. Donc, si pour être plus précis, ça sera product schema. Voilà. Donc, on va importer ce schéma dans une variable qui s'appelle product. Ben, donc, ce schéma, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir le contenu de notre, le modèle plutôt de notre base de données, de notre collection, quoi. D'accord? On va dire que ça va être deux paramètres. Le premier paramètre, il va contenir les différents champs. D'accord? Donc, ça va être comme suivant. Je vais essayer de faire vite. Donc, les différents champs qu'on a dans la base. Donc, on va dire qu'on aura un product name qui est de type string, un price de type number, une image, c'est une chaîne de caractères aussi, la description aussi. Et ensuite, on va dire que ce schéma-là, il va être utilisé avec la collection qui s'appelle products. Bien sûr, products, c'est le nom de la collection qu'on vient de créer dans MongoDB. D'accord? Donc, autrement, on dit que ce schéma-là qu'on souhaite créer, il sera le schéma qui correspond à la collection products. D'accord? Donc, c'est le schéma standard de la collection products. Ben, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser ce schéma pour faire de request. Donc, comme on a dit, Mongoose, c'est le ODM. D'accord? On va utiliser ce schéma-là pour faire les requests sur le MongoDB. Donc, pour cela, on va créer un RESTful API, d'accord, avec ce qu'on appelle les routes de Express.js, d'accord. Donc, on va créer un nouveau dossier dans le backend, new folder qui s'appelle routes. Donc, dans ce new folder, on va créer un new file. On va l'appeler product.route.js. Product.
product.route.js, d'accord? Donc, dans ce product.route, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va initialiser Express, donc comme on l'a fait tout à l'heure, donc le serveur, donc on va appeler Express, d'accord? Et on va créer product route, d'accord? On va créer product route qui est basé sur le router d'Express, d'accord? Donc on va dire que product route c'est un express.router, il utilise la bibliothèque router de Express. Donc on a le product route et on va lui dire qu'on va utiliser le modèle qu'on vient de créer tout à l'heure, hein. Donc le modèle de product, on va l'utiliser avec notre router, d'accord? Donc on va importer le modèle, donc let product égale à models product, d'accord? Donc c'est le fichier qu'on vient de créer, le modèle qu'on vient de créer. Donc on va utiliser ce product. Ce product c'est quoi? C'est un schéma Mongoose, d'accord? Donc c'est un schéma Mongoose, voilà, new schema, d'accord? Il va être utilisé pour faire les requests avec l'ODM Mongoose. Donc on va commencer par créer un premier route, d'accord? Donc ce route-là, il va nous permettre de récupérer tous les produits, d'accord? Donc c'est un route qui va nous permettre de récupérer tous les produits. Donc on va faire en utilisant le product route, qui est une instance de router, pour faire un get sur ce chemin-là. Donc bien sûr, c'est le chemin index de notre serveur. Donc je vous rappelle que l'adresse de notre serveur, on ne l'a pas définie, Rihna. Ah oui, parce qu'on n'a pas encore appelé le router dans le serveur. On va revenir à ça. Donc, lorsque j'appelle notre serveur sur son index avec un get, d'accord, il va chercher avec product, qui est une instance de Mongoose, il va chercher les données qui contiennent. Donc, find, c'est une fonction qui est prédéfinie, c'est une méthode prédéfinie dans Mongoose qui permet c'est l'équivalent de select étoile franc. D'accord? En cas d'erreur, elle va nous afficher l'erreur. Si c'est bon, elle va nous retourner le format, le résultat en format JSON. D'accord? Ben, on va essayer d'appeler tout d'abord le product route dans le serveur pour que le serveur utilise le product route. D'accord? Ça va être très rapide. On va créer juste ici. On va dire qu'on va importer le product route depuis le fichier qu'on a créé tout à l'heure et on va dire que notre application va utiliser ce product route associé à cette URL-là. Donc, lorsqu'on request cette URL-là sur notre serveur, d'accord, il va utiliser le product route pour définir les erreurs, les routes, pardon. D'accord? Donc, le product route, lorsqu'il reçoit ce request sur ce chemin-là, il va faire chercher s'il y a un route défini sur ce serveur, sur ce chemin. D'accord? Donc, on revient ici, on va trouver que si c'est un request de get, il va exécuter ça. Ben, il affiche une erreur ici. Requires middleware get type. Où est-ce qu'il est? Server ligne 24. Server line 24. Product route. Ah, il manque l'export, je crois. J'ai pas exporté le... Oui, je crois. Ici, je dois exporter le route pour qu'il soit visible. Donc, module.exports égale. Donc, je vais exporter le product route. Voilà. Normalement, c'est bon, ça marche. Donc, maintenant, quand on fait un request sur ce chemin-là, d'accord, il est censé nous donner la liste de tous les produits qui sont dans notre base de données. D'accord? On va utiliser Postman pour tester cette API. Est-ce que vous êtes en train de suivre moi?
Oui, monsieur. Oui, monsieur. Parfait. Donc, si on utilise localhost 2.3000 /API/product, donc j'ai déjà testé ça avec vos camarades tout à l'heure. Donc, normalement, il est censé nous retourner la collection de données qui existe dans MongoDB. On va vérifier ça. Voilà, donc il nous donne une réponse au format JSON. D'accord? Vous voyez ici les ID, d'accord, qui sont générés par MongoDB. Donc notre API fonctionne convenablement. D'accord? On va créer une deuxième API qu'on aura besoin, dont on aura besoin pour notre application Angular. Donc dans le product route, on va créer une API qui fait le request get sur le même chemin, mais cette fois-ci, on va ajouter un ID. D'accord? On va ajouter un ID comme paramètre. Il va récupérer cet ID-là, il va faire un find by ID. Donc, find by ID, c'est prédéfini dans Mongoose. D'accord? Il permet de chercher a single document by its ID field. D'accord? Donc, c'est Mongoose qui va s'en charger de faire le request sur la base de données avec l'ID qu'on vient de lui donner. D'accord? Donc, si on va tester ça, donc on va prendre par exemple cet ID-là et on va l'associer à l'URL. Donc, on va lui donner de get avec cet ID-là. Il va nous donner, voilà, notre élément. iPhone 8, donc ça sera bien le premier élément, je crois. Oui. Donc, si on veut chercher iPhone X par exemple, on va copier son ID, on va le mettre ici, et on va faire get. Voilà, donc notre API fonctionne convenablement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer ça dans notre partie front-end. Donc notre partie back-end, c'est bon, on a deux API qui fonctionnent, un pour donner tous les produits et une deuxième pour donner un seul produit. Donc on va l'utiliser avec notre application front. Donc on va vers notre application, donc SRC App. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez que on a le service product qui gère notre communication HTTP avec le serveur. Donc, on a utilisé le fake server avec cette adresse-là. Aujourd'hui, on va modifier ce chemin-là. Ça va être slash, ce qu'on va juste ajouter, c'est slash API slash products. D'accord? Ben, donc ceci va nous donner une seule erreur, d'accord, d'après ce que je crois. Donc tout d'abord, je vais lancer le serveur Angular. Donc en attendant que le serveur se lance, parce qu'il va certainement générer une erreur au niveau de notre store. Notre store, si vous vous rappelez, dans le store component, on fait la boucle sur la liste des produits. D'accord? Maintenant, la liste des produits va être importée à partir du serveur JSON, à partir du serveur, Node. D'accord? S'il va faire l'importation, d'accord, il va avoir besoin, pour pouvoir les afficher dans les app products, il va avoir besoin, juste le temps qui est... Voilà, c'est notre application qui est fonctionnelle. Donc, dans le store, il va générer une erreur. Donc, pourquoi cette erreur? Parce qu'il ne reconnaît pas status 404. Oui. Comme vous voyez, il a fait un request avec le product code 10. Vous avez vu? Donc, ici, les ID, on a changé les ID, la stratégie des ID. On n'a pas des ID 1, 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Ce sont des ID qui sont générés par le MongoDB. Donc, ce qu'on va faire, juste pour vous expliquer ça, donc dans le store component.ts, lorsque dans le constructeur, on appelle le résultat, donc au lieu de faire this product list résultat, on va faire console log du résultat.
d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, pardon. CTRL Z. Donc, en lieu de faire this product reçoit, on va faire console.log. Donc, quand vous allez voir ici, il va donner notre réponse. Response. .data, je crois. Non. Il y a un problème quelque part. Ben, bref, il me reste pas beaucoup de temps pour vous expliquer convenablement l'erreur. Donc juste ce qu'on doit faire, c'est qu'au niveau du store component.html, lorsqu'on passe le product ID à notre product item, le component product item, on ne va pas lui donner l'index, cet index-là, qui est l'index sur le tableau, mais plutôt on va lui donner l'ID qui vient avec le produit, d'accord? Donc ça va être, au lieu de product ID, ça va être product._id, d'accord? Pour qu'on passe l'ID qu'on récupère de la base, d'accord, dans le product ID, d'accord? Donc ceci normalement doit régler le problème. Il y a toujours une erreur. C'est pas normal. Donc je vais relancer la compilation. Et je vais supprimer tout ceci en attendant que ça recompile. Ben, on va vers notre store. Localhost 3000 API. Error response. Finally, error response. HTTP headers. Not found. URL. Est-ce que je me suis trompé dans l'URL? Excusez-moi, juste je dois vérifier. /API/products. C'est bien ça qu'on a testé dans le Mongo, non? Voilà, donc cette URL, je dois l'utiliser avec le service. Voilà. Ben. API products // Ah oui, il y a une erreur dans le // Je crois que... Pourquoi il utilise 10 ici? Ah, je crois que j'ai compris. خاطر مسيو انت فسخت الايدي ديال 10 معناتها. Je crois qu'il y a un autre problème. Là, juste le temps de vérifier. Voilà, donc la dernière fois, si vous vous rappelez, on a testé la dernière fois avec le delete. On était en train de tester les différentes API qu'on a créées. Et la dernière fois, on s'est arrêté avec le delete. On ne veut pas le delete. Ça sera, je crois, juste dans le service read all products. Voilà, donc ce qu'on doit faire, c'est read all products, c'est pas delete. Donc c'est read all products. Voilà, c'était très bizarre. Voilà, donc ce que je voulais montrer tout à l'heure, c'était ça, d'accord? Il y a cet ID qu'on doit passer, d'accord, ici à notre component fils pour qu'il arrive à afficher là. Donc j'ai pas fait attention au delete. Hein.
il y a un console.log qui est superflu ici. Console.log fait le product item component. Dans le product item component, il y a un console log. Voilà, donc je vais supprimer ça pour qu'il évite de nous donner des données dans la console. Et voilà, donc notre application fonctionne convenablement. Donc ici, on fait le request de tous les produits et on fait un deuxième request sur les différents produits séparément. Donc si on va vers détail, donc le détail, il manque l'ID ici. Hein, donc on doit faire la même chose dans le product item component. Donc quand on crée le lien, d'accord, on met pas le product-id, mais plutôt le product underscore id. Détail, c'est toujours ambigu pour lui. Product name of undefined. On doit, en tout cas, peut-être qu'on a utilisé quelque chose de un peu différent ici. Product ID. Normalement, là, on doit faire le request de nouveau. Hein. Donc, le product item, on va le faire la même chose que dans le product. Ah, dans le product details, on doit le modifier. C'est pas dans le product item. Donc, dans le product details, on doit vérifier. Voilà, c'est ce qu'il nous manque. Hein. Donc, on doit faire la même chose dans le product details. On doit faire la même chose que dans le product item. Dans le product item, ça doit être. Normalement, on doit appeler le service ici. Card service, on doit appeler l'autre service. Comment il s'appelle déjà? Le produit, c'est ça? Est-ce que vous avez compris l'erreur ou là? Est-ce qu'on le corrige ou on le laisse? Store product details. Donc, on doit appeler juste le product service. Donc, je vais faire la copie. On doit product service. Il n'y a pas à la fin S. Voilà. Le product service, on doit l'injecter dans product item. Là, store component. On doit injecter le product service comme on l'a fait ici. Parce qu'on n'a pas fait convenablement l'utilisation de service. C'est pour cela, à chaque fois, on découvre une chose et on l'utilise avec notre application, mais normalement, ça n'aurait pas dû être de cette façon-là. Donc, et dans le ng on init, on va faire au lieu de this ah oui X, on va s'inscrire et this product, juste 2 secondes, this product, CTRL C, il va être intégré ici. C'est pas read all products, mais c'est plutôt on le fait d'une manière différente un peu. Ben, donc هذا ce sera le product ID. Ce sera product ID et this ce sera read one product. Donc dans le read one product, on va lui donner this.product ID, d'accord, et ça sera le product. Donc
on aura un product qui est déclaré ici. Donc, et this product reçoit le résultat. Normalement, ça doit être fait de cette façon-là. Non, il y a une erreur. Product name of undefined. Subscribe au résultat. This.product reçoit. Il se peut que product. On ne l'a pas fait d'une manière, de la bonne manière dès le début. Bon, parce que c'était pour l'apprentissage. Hein. Juste 2 secondes. Pour corriger ça, on va faire un console.log. Le product ID, on va l'utiliser dans le product item. Dans le product item, lorsqu'on va créer un lien, product underscore ID. Est-ce que non, quand on fait détail, c'est bon, il nous affiche du status 500 internal server error product / undefined. Undefined pour dire que il parle de ceci. Product details, this product ID. Read one product. Undefined. C'est bizarre. Product service. Ah oui, l'ID c'est pas un number. C'est string. Non. Products / undefined. C'est toujours pénible de corriger ces erreurs. On va éliminer ça complètement. Ah bon? Est-ce que le serveur il tourne? Il y a une erreur dans ce serveur-là. Object ID, donc je dois arrêter ce serveur et le relancer. Peut-être que ça réglera le problème. Donc ça sera npm rundev. Missing this script. C'est des backend. npm rundev. Mais non. Je t'abonne package.json. Ah, on n'a pas créé le. Ah oui, donc ça sera. On n'a pas créé le. Donc au lieu de. C'est pas grave. Donc on va faire mpx nodemon server.json. Server.js. Voilà. Database connected successfully. Ça doit marcher. Non. Mais pourquoi? Je pense que je dois vérifier ça après et je vous enverrai en tout cas la version complète. Je vais corriger cette erreur et je vais l'envoyer. Ça doit fonctionner convenablement. Il y a une petite erreur qui m'échappe et déjà on a dépassé le temps. Catch error can object failed undefined at path ID. Oui, donc le problème c'est dans le passage du paramètre ici, normalement dans le service. Hein. Donc ici, il y a un problème qui est en train de se procurer. Je dois vérifier ça à tête reposée. Je vais vous envoyer la correction, mais c'est à peu près ça. Je vous enverrai aussi le reste des routes. D'accord? On a le reste des routes pour l'ajout, la modification et la suppression. D'accord? Donc, dans la partie route, product route, donc on a fait deux API pour le get single et get all. D'accord?
Et je vais vous donner le reste des API, add new product, update product, and delete product. D'accord? Je les ai testés, c'est bon, c'est fonctionnel. Donc vous pouvez vous inspirer pour créer vos propres backends. Voilà, je m'excuse à chaque fois, on dépasse le temps. D'accord? Merci pour votre patience et votre attention. Donc, ce qu'il nous reste, c'est de créer, ce qu'il vous reste pour la séance prochaine, pour la dernière séance, c'est de créer la partie backend, d'accord? Et de remplacer, normalement, si vous avez travaillé convenablement, parce que j'étais en train de travailler en formant, donc c'est pour cela que je suis en train de faire les modifications maintenant, mais pour vous, normalement, si vous avez suivi les bonnes pratiques, donc vous ne devez pas avoir à modifier la partie front, donc juste vous modifiez le service, le chemin de ce service, et tout doit fonctionner convenablement. D'accord? Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc je vais essayer de corriger tout ça et vous envoyer la version complète. Oui. Oui, monsieur, j'ai une question. Oui. Est-ce que la semaine prochaine, c'est l'évaluation finale des projets ou bien c'est... Oui, normalement, ça sera l'arrêt de cours de du premier semestre, ça sera la semaine prochaine. Donc, je ne dois pas tarder à donner les notes à l'administration. D'accord? Parce que normalement, ça sera la semaine prochaine, ça sera la dernière semaine dans votre premier semestre. C'est ça ou non? C'est ça. Voilà, donc je dois donner les notes à l'administration, donc je dois faire l'évaluation la semaine prochaine. Donc, je ne peux pas le décaler. Il y a un problème avec ça? Enfin, ouais, parce que je me dis, là, en fait, c'est parce qu'on a beaucoup de choses à faire la semaine prochaine. Je crois qu'on a 3 examens la semaine prochaine. Et on a aussi un autre projet Android à remettre. Donc, je me disais que c'était un peu serré pour mettre le projet la semaine prochaine. Mais bon, personnellement, si vous arrivez à trouver un compromis avec l'administration pour décaler ça à la semaine d'après, par exemple, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, mais vous devez le demander à l'administration, parce qu'ils vont me demander les notes, d'accord? Donc, s'ils vous autorisent de faire l'évaluation en retard par rapport à l'arrêt de cours, j'ai pas de souci avec ça. Moi, personnellement, j'ai pas de problème. Donc, juste, vous devez demander ça à votre administration. Ok. Merci. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, monsieur. C'est bon, donc la semaine prochaine, ça sera l'évaluation finale du projet. Donc, essayez juste de rajouter les parties back-end. Si vous êtes bien sûr en train de travailler continuellement sur vos projets, vous n'avez qu'à ajouter la partie back-end. Bon, sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous trouverez comme d'habitude, Inch'Allah, les ressources sur l'espace de cours qu'on a sur Google Classroom. D'accord, les enregistrements vidéo, la présentation, les liens sur GitHub pour le code. Si vous n'avez pas de questions, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre dernière séance. Et je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup pour votre attention et votre patience. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci à vous.